Chaque année, le monde produit plus d'1 milliard de paires de tongs, dont environ 20% finissent rapidement à la poubelle, tant elles sont bon marché et faciles à remplacer. Mais au Kenya, des tongs échoués sur les plages sont collectés, lavés, découpés, collés et sculptés par des artisans passionnés pour créer des œuvres d'art colorées. Et ce n'est pas tout. À Nairobi, de vieux journaux sont également transformés en crayons à papier pour les élèves enroulés autour de mines de graphite par des crayons Momo, puis pressés fermement. Comment le Kenya peut-il donc transformer des matériaux mis au rebut en outils pour l'éducation, l'art et les moyens de subsistance? Et ces initiatives aussi modestes soient-elles peuvent-elles avoir un réel impact face à l'immense crise des déchets? Rejoignez Terronworks pour explorer ce parcours insolite. Le Kenya n'est pas seulement un pays d'Afrique de l'Est réputé pour ses savanes, ses lions, ses éléphants et son littoral bordant l'océan Indien, mais aussi un pays confronté à une pression croissante liée aux déchets. Selon la politique kenyane de gestion durable des déchets, le pays produit environ 22 000 tonnes de déchets par jour, soit près de 8 millions de tonnes par an, dont environ 40% proviennent des zones urbaines. Rien que dans la capitale Nairobi, on génère quotidiennement entre 2000 et 2500 tonnes de déchets, dont environ 20% de déchets plastiques. Il est important de noter que ces déchets ne sont pas tous collectés, triés ou recyclés correctement. Une grande partie finit dans des décharges saturées comme celle de Dandora, qui reçoit encore environ 2000 tonnes de déchets par jour, exerçant une forte pression sur l'environnement, la santé publique et le système urbain. Malgré ce contexte difficile, le Kenya voit émerger des modèles de recyclage très créatifs. Ici, les déchets ne sont pas seulement destinés à être éliminés, mais peuvent aussi devenir des matières premières pour une nouvelle chaîne de production. Pour comprendre comment le Kenya parvient à transformer les déchets en art, prenons l'exemple d'un déchet très courant, les tongs. Des marchés de Nairobi aux villes côtières comme Mombasa, ce type de chaussure est omniprésent, car il est bon marché, léger, facile à acheter et à laver et parfaitement adapté au climat chaud, aux chemins de terre, au sable et à la boue de nombreuses communautés à faible revenu. À l'échelle mondiale, plus d'1 milliard de paires de tongs sont produites chaque année. Rien qu'au Kenya, en 2024, le pays a importé plus de 183 000 paires de sandales en caoutchouc ou en plastique, sans compter celles produites et vendues sur le marché intérieur. Comme une paire coûte souvent environ $1 voire moins sur les marchés locaux, lorsque les brides cassent, que les semelles s'usent, se fissurent au soleil ou sont emportées par la pluie, les gens les jettent et en rachètent. On estime que plus de 200 millions de paires de tongs sont jetées chaque année dans le monde. Fabriquées à partir de caoutchouc synthétique, de plastique ou de mousse, des matériaux difficilement biodégradables, les tongs peuvent mettre des décennies, voire plus d'1 siècle, à se décomposer. Au Kenya, elles dérivent des zones résidentielles vers les égouts, les canaux et les rivières pour finalement s'échouer sur les plages de l'océan Indien. Face à cette accumulation massive de déchets, une question se pose, est-il possible de les extraire de l'environnement et de leur donner une seconde vie? Au Kenya, la réponse trouve son origine chez OceanSol. Cette entreprise a collecté près de 10 millions de tongs sur les plages, dans les rues et les décharges, faisant d'OceanSol l'un des exemples les plus marquants de recyclage artisanal au Kenya. L'histoire a commencé en 1997, lorsque la militante écologiste Julie Church s'est rendue sur la côte kenyane et a constaté l'abondance de tongs abandonnés. Mais au lieu de les considérer comme de simples déchets, elle a remarqué autre chose. Les enfants du quartier utilisaient de vieilles tongs pour fabriquer des jouets. L'idée était toute simple. Si les enfants peuvent transformer des tongs usagés en jouets, les adultes peuvent aussi les transformer en œuvres d'art. De là est né OceanSol, qui a progressivement développé un modèle social alliant nettoyage des déchets, création d'emplois et production artistique. L'entreprise a mis en place un réseau de collecteurs, rachète les tongs au kilogramme et les ramène dans son atelier de Nairobi. Là, ces objets, autrefois mêlés au sable, à la boue et à l'eau de mer, entament une toute nouvelle aventure. Ils sont lavés, séchés, découpés en petits morceaux, collés en couches et sculptés. Chaque semaine, les groupes de collecte peuvent rapporter environ 1 tonne de tongs, soit l'équivalent de plus de 3000 sandales. Et cela ne représente qu'une infime partie des déchets qui polluent l'environnement. Les ramasseurs participent souvent à des opérations hebdomadaires de nettoyage des plages le long de la côte kenyane. Lorsqu'ils apportent leurs tongs à OceanSol, ils sont payés environ 30 centimes de dollars américains par kilogramme. Ce montant, bien que modeste, constitue un mécanisme essentiel. Les déchets acquièrent ainsi une valeur économique. La possibilité d'échanger un objet jeté contre de l'argent incite les populations locales à le ramasser avant que les vagues ne l'emportent au loin.
Une fois arrivées à l'atelier, les tongs sont soigneusement lavées à la main avec de l'eau et du détergent. Grâce à la chaleur, elles sèchent généralement en 2 à 3 heures seulement. Les artisans sélectionnent ensuite les couleurs, l'épaisseur et les parties des tongs les plus adaptées à chaque détail de l'œuvre. Une seule tongue étant trop fine pour devenir une sculpture, les artisans doivent d'abord élaborer la forme avant de la sculpter. Pour les pièces de petite et moyenne taille, les tongs sont découpées selon des gabarits, puis collées couche par couche avec une colle non toxique. Cette étape détermine la forme initiale de l'objet. Pour créer un éléphant, l'artisan doit d'abord façonner les blocs du corps, de la tête, des oreilles, des pattes et de la trompe avant de prendre son couteau pour les sculpter. Pour réaliser une baleine, il lui faut calculer la courbe du dos, des nageoires, de la queue et du ventre. Fait intéressant, nombre d'artisans d'Ocean Soul exerçaient autrefois le métier traditionnel de sculpteur sur bois au Kenya. Lorsque le bois s'est raréfié suite aux politiques de restriction de l'exploitation forestière, ils ont adapté leurs savoir-faire ancestraux à un nouveau matériau. Les couteaux, les outils de coupe et les ponceuses restent similaires, mais le matériau est plus tendre, plus coloré et moins susceptible de provoquer des échardes. Il en résulte une sculpture à l'aspect unique. Elle semble faite à la main, arbore des couleurs modernes et raconte une histoire environnementale à même sa surface. Certaines des grandes œuvres d'Ocean Soul peuvent nécessiter jusqu'à 3 mois de travail, car la quasi-totalité du processus est réalisée à la main. Saviez-vous qu'une sculpture d'éléphant réalisée à partir de tongs a été offerte au pape lors de sa visite au Kenya en 2015 ? Cela prouve que ce produit recyclé dépasse largement le simple statut de souvenir. Ocean Soul crée souvent des modèles d'animaux marins comme des tortues et des baleines pour sensibiliser à la protection des océans. Mais ses produits phares restent les animaux de safari tels que les éléphants et les girafes, car ils sont indissociables de l'image du Kenya pour les touristes internationaux. Ocean Soul a même réalisé un projet exceptionnel, la création d'une voiture grandeur nature pour un concessionnaire automobile en Alabama aux États-Unis. Cette œuvre a nécessité environ 4500 tongs et sa réalisation a pris entre 3 et 4 mois. Il est important de noter que ces œuvres ont également une réelle valeur commerciale. Sur la boutique en ligne d'Ocean Soul, les sculptures d'éléphants sont proposées à des prix allant d'environ $26 pour un petit modèle à plus de $570 pour un grand, tandis que certains modèles de girafes peuvent atteindre près de $1200 selon leur taille et leur complexité. Mais les tongs ne sont pas les seuls déchets à bénéficier d'une nouvelle vie au Kenya. Si Ocean Soul a perçu la valeur des sandales jonchant les plages à Nairobi, un autre groupe a trouvé une opportunité dans un déchet encore plus familier, les vieux journaux. Le papier représente une part très importante des déchets urbains. À l'échelle mondiale, plus de 2 milliards de tonnes de déchets solides municipaux sont produites chaque année. Le papier et le carton figurant parmi les principaux groupes de matériaux après les déchets organiques et le plastique. Rien qu'à Nairobi, certaines études sur la composition des déchets montrent que le papier peut représenter environ 11 à 12% des déchets ménagers urbains, soit environ 2000 à 2500 tonnes de déchets produits chaque jour. Cela signifie que Nairobi pourrait jeter chaque jour des centaines de tonnes de papier et de matériaux similaires. Enfoui dans les décharges, le papier ne disparaît pas sans danger, contrairement à ce que beaucoup pensent. Dans les conditions pauvres en oxygène d'une décharge, le papier et d'autres matières organiques peuvent se décomposer et produire du méthane, un puissant gaz à effet de serre à court terme. Au Kenya, les journaux imprimés conservent une place importante car l'accès à Internet n'est pas généralisé. De ce fait, une grande partie des journaux après lecture finit rapidement à la poubelle. C'est là que Momo Pencils a vu une opportunité. Au lieu de laisser les vieux journaux pourrir dans les décharges, les 2 frères fondateurs de l'entreprise ont décidé de les transformer en crayons. L'idée est simple, utiliser du papier journal à la place du bois pour le corps du crayon. Pour qu'une simple feuille de papier devienne aussi dure que du bois agréable au toucher, permette d'écrire correctement et soit commercialisable, il a fallu mettre au point un procédé complexe. Une double page de journal permet de fabriquer environ 3 crayons et la fabrication d'un seul crayon. Momo Pencils nécessite environ 9 étapes. Tout d'abord, les journaux sont découpés à la taille voulue. Les chutes de papier ne sont pas jetées, mais utilisées comme matériau de remplissage pour combler les espaces entre les couches de papier enroulées et la mine de graphite. Ce détail est crucial, car il permet de réduire au maximum les déchets lors de la production. La mine de graphite est le seul matériau que l'entreprise ne se procure pas localement. Les ouvriers placent la mine sur la feuille de journal, la fixent avec de la colle à bois, puis la font passer dans une machine à rouler. La colle joue un rôle essentiel, elle assure une bonne adhérence des couches de papier, rigidifie le corps du crayon
et lui confère un toucher très proche de celui du bois. Cette étape requiert cependant un certain savoir-faire. Un excès de colle allonge considérablement le temps de séchage. Si on utilise trop peu de matière, le corps du crayon risque de ne pas être assez solide. Après avoir été roulés, les tubes de crayon sont mis à sécher au soleil, profitant du climat chaud du Kenya. À ses débuts, en 2017, Momo Pencils ne produisait qu'environ 500 crayons par jour. Mais, grâce à l'automatisation de plusieurs étapes, sa capacité peut désormais atteindre 100 000 crayons par jour. Les crayons Momo peuvent coûter jusqu'à 3 fois plus cher que les crayons ordinaires que le Kenya importe principalement de Chine. C'est là le principal défi pour la commercialisation à grande échelle. Pour un commerçant, la question est très concrète. Si l'on peut acheter des crayons ordinaires pour quelques shillings seulement, pourquoi importer un crayon beaucoup plus cher? C'est là toute la contradiction entre les produits écologiques et le marché du bas prix. Les consommateurs affirment souvent vouloir protéger l'environnement, mais si cela implique de payer plus cher, la décision devient plus difficile. C'est pourquoi Momo Pencils doit cibler sa clientèle. Les entreprises, les écoles, les organisations et les marques qui comprennent véritablement la valeur d'une production respectueuse de l'environnement et des produits fabriqués au Kenya. Le principal poste de dépense de l'entreprise est la masse salariale. Elle rémunère ses employés environ 15 $ par jour, un montant nettement supérieur au salaire minimum kényan. Ce coût élevé rend le produit difficile à vendre à bas prix, mais génère un impact social indéniable. Outre le recyclage du papier, l'entreprise crée des emplois mieux rémunérés pour la population locale. Plus de 50 000 crayons ont été distribués par Momo Pencils et son objectif à long terme est d'offrir des crayons gratuits à 1 million d'enfants. Dans certaines classes, on compte une 60aine d'élèves, mais tous ne disposent pas de matériel d'écriture suffisant. La moitié de la classe a des crayons, l'autre moitié n'en a pas. Pour un enfant sans crayon, apprendre à écrire devient un véritable défi. Cela constitue un obstacle concret, certes ténu mais bien réel. Momo Pencils intervient régulièrement dans des écoles accueillant de nombreux élèves issus de bidonvilles ou de familles défavorisées. À chaque voyage, ils apportent non seulement des crayons, mais aussi des jeunes plants d'arbres à planter avec les élèves. À ce jour, ils ont planté plus de 10 000 arbres. Ainsi, un crayon Momo n'est pas qu'un simple outil pédagogique, c'est une histoire. Les vieux journaux sont sauvés des décharges, les arbres sont préservés, des emplois sont créés, les élèves disposent de matériel pédagogique et un nouvel arbre est planté. Les déchets ne deviennent pas un problème, simplement parce qu'ils sont jetés, mais parce que l'intervention humaine est trop tardive. Une tongue abandonnée dans une décharge n'est qu'un morceau de plastique difficilement biodégradable. Mais si elle est ramassée, lavée et apportée à l'atelier d'Ocean Soul, elle peut devenir la matière première d'une sculpture colorée d'éléphants, de girafes ou de baleines. Un vieux journal enfoui dans une décharge peut se décomposer et produire du méthane. Mais s'il est découpé en roulés autour d'une mine de graphite et pressé correctement, il devient un crayon dans la main d'un enfant. Ocean Soul a reçu des demandes de pays comme l'Inde, l'Indonésie et le Brésil, où les déchets de tongs constituent également un problème majeur. Cela prouve que le modèle kényan n'est pas un cas isolé. Partout où un type de déchet spécifique existe, un modèle de recyclage spécifique peut émerger. Bien sûr, tous les modèles ne sont pas transposables à l'identique. Chaque région présente des types de déchets, des coûts de main-d'œuvre, des marchés et des politiques différents. Cependant, la leçon principale peut être largement appliquée. Commencez par identifier le type de déchet le plus abondant localement. Trouvez ensuite un moyen de les transformer en un produit utile. Lorsque les déchets ont un débouché, le processus de collecte a une raison d'être sur le long terme. Saviez-vous que les pneus comptent parmi les structures les plus durables jamais créées par l'homme, capables de durer des centaines, voire des milliers d'années? Pendant tout ce temps, ils libèrent silencieusement des substances chimiques nocives. Notamment 30 à 40% des microplastiques présents en milieu urbain proviennent de l'usure des pneus due à la circulation des véhicules. Quasi impossible à décomposer, les pneus s'accumulent massivement. Certains sites de stockage en contiennent des millions. Une simple étincelle suffit à les faire brûler pendant des mois, dégageant des fumées toxiques et s'avérant presque impossible à éteindre complètement. Pourtant, au cœur de cette montagne de déchets se cache une ressource largement insoupçonnée. Chaque pneu contient environ 1 à 2 kg d'acier ainsi que du caoutchouc naturel, du caoutchouc synthétique et des fibres de renforcement. Avec plus de 1,5 milliard de pneus jetés chaque année, cela représente des millions de tonnes de métal recyclable, de quoi alimenter toute une industrie métallurgique à grande échelle.
Plus important encore, correctement traiter les pneus ne sont plus des déchets. Un seul kilomètre de route asphaltée moderne peut réutiliser jusqu'à 10 000 pneus, tout en augmentant la durée de vie du revêtement de 30 à 50% et en réduisant le bruit de la circulation de 3 à 6 décibels. Vous êtes-vous déjà demandé comment un vieux pneu peut renaître et contribuer à la construction de la route que vous empruntez chaque jour? Le processus de recyclage commence par une étape qui semble simple, la collecte. Chaque jour, des milliers, voire des dizaines de milliers de pneus sont collectés dans les garages, les casses et les centres d'entretien, formant un flux massif de matières premières alimentant l'industrie du recyclage. À l'échelle mondiale, avec plus de 1,5 milliard de pneus mis au rebut chaque année, cela représente plus de 4 millions de pneus à collecter et à traiter quotidiennement, un défi logistique de taille. Afin d'optimiser les coûts, les entreprises déploient des systèmes de transport à itinéraire fixe, utilisant des camions spécialisés capables de transporter entre 10 et 20 tonnes de pneus par trajet. Certaines grandes installations peuvent même traiter des centaines de tonnes de pneus par jour, garantissant ainsi un approvisionnement constant et fiable en matières premières pour les usines de traitement. Cette approche permet non seulement de réduire les coûts opérationnels, mais aussi d'éviter l'accumulation de pneus à l'extérieur où ils peuvent retenir l'eau de pluie, favoriser la prolifération d'insectes et contribuer à la pollution environnementale. Dès lors, les pneus intègrent officiellement la chaîne industrielle. Ces objets circulaires familiers commencent à se déformer, se préparant à une transformation profonde. L'un des principaux défis du recyclage des pneus réside dans la tringle métallique, l'élément qui maintient le pneu fermement fixé à la jante à grande vitesse. Or, en milieu industriel, cette même structure représente un véritable danger. Si elle n'est pas retirée, une tringle métallique peut endommager les lames de coupe, casser les arbres de transmission et immobiliser en quelques secondes une chaîne de broyage entière, pourtant coûteuse. Pour pallier ce problème, les usines utilisent des machines spécialisées pour le dételage équipées de systèmes de crochets hydrauliques capables de générer une force de traction de 20 à 30 tonnes. Lorsqu'un pneu est introduit dans la machine, le crochet en acier pénètre profondément dans le bord du pneu et extrait la tringle en seulement 20 à 40 secondes. La force exercée est si intense que le caoutchouc dense peut se tordre et se déformer visiblement pendant l'opération. Après extraction, l'acier est collecté et compressé en balles de 200 à 500 kg, puis transporté directement vers les aciéries. Là, le caoutchouc est fondu à des températures supérieures à 1500 degrés Celsius, amorçant un tout nouveau cycle de vie d'un petit composant à l'intérieur d'un pneu. Il devient matière première pour l'acier de construction, les machines, voire les véhicules du futur. Après le retrait de la tringle d'acier, le caoutchouc ne peut être broyé directement. Il doit d'abord être nettoyé. Les pneus sont acheminés vers un système de lavage haute pression fonctionnant entre 150 et 300 bars qui élimine la boue, l'huile, le sable et le gravier de leur surface. Une fois nettoyés, les pneus sont transférés vers un broyeur primaire à basse vitesse où les arbres de coupe tournent à seulement 20 à 40 tours par minute mais génèrent un couple extrêmement élevé, atteignant 200 000 à 400 000 Nm. Ici, des lames en acier alliées découpent les pneus en gros morceaux d'environ 50 à 100 mm. Le fonctionnement à basse vitesse permet de minimiser l'échauffement, empêchant ainsi le caoutchouc de ramollir et préservant sa structure pour les étapes suivantes. Les morceaux de caoutchouc sont ensuite envoyés aux étapes de broyage secondaire et de broyage fin, où leur taille est progressivement réduite à 10 à 20 mm, puis à quelques millimètres seulement. Durant ce processus, des systèmes magnétiques haute puissance fonctionnent en continu, récupérant les résidus d'acier avec une efficacité pouvant atteindre 99%, garantissant ainsi un flux de matière quasi pure. Le résultat final est du caoutchouc granulé, dont la granulométrie est rigoureusement contrôlée de 0,5 à 2 mm, offrant une grande uniformité et une faible teneur en humidité. Une installation de taille moyenne peut produire de 100 à 200 tonnes de caoutchouc granulé par jour, fournissant des matières premières à diverses industries, notamment à la production d'asphalte caoutchouté où les pneus usagés renaissent véritablement de leurs cendres pour la construction de nouvelles infrastructures. Avant de comprendre comment le caoutchouc est incorporé à l'asphalte, il est important de revenir sur les fondements des matériaux de construction routière. Au début du XXe siècle, le tarmac, un mélange de pierres concassées et de goudron de houille, représentait une avancée majeure par rapport au chemin de terre, réduisant la poussière et améliorant la stabilité à l'approche de l'apparition des véhicules motorisés. Cependant, ces limites sont rapidement apparues.
Le goudron de houille était moins durable et sensible à la dégradation par les UV. À des températures de 40 à 60 degrés Celsius, sa surface pouvait se ramollir tandis qu'à froid, il devenait cassant et sujet aux fissures. L'asphalte a alors constitué un progrès considérable. Au lieu du goudron de houille, il utilise du bitume issu du pétrole beaucoup plus flexible et stable. Mélangé à des températures de 105 à 180 degrés Celsius, l'asphalte forme un matériau uniforme capable de supporter de lourdes charges, ce qui le rend idéal pour la circulation moderne. De plus, sa capacité à se dilater et à se contracter en fonction des variations de température contribue à réduire les fissures dans des conditions extrêmes. Un revêtement d'asphalte standard peut durer de 15 à 25 ans et permet le recyclage de 80 à 95% de ces matériaux, surpassant largement le bitume traditionnel. Cette base a ouvert la voie à l'étape suivante, l'asphalte caoutchouté. L'ajout de 10 à 20% de caoutchouc recyclé confère à l'asphalte une plus grande élasticité, réduit les risques de fissuration et prolonge sa durée de vie de 30 à 50%, transformant ainsi les vieux pneus en un composant essentiel des infrastructures modernes. Après avoir été broyé en fines particules, le caoutchouc ne peut être incorporé directement à l'asphalte. Pour se lier à la matrice d'asphalte mélangée à haute température et exigeant une stabilité absolue, le caoutchouc doit subir une étape de préparation cruciale, le séchage et l'activation. Les particules de caoutchouc sont introduites dans un tambour de séchage rotatif, où de l'air chaud à une température de 93 à 127 degrés Celsius circule en continu tout en brassant le matériau. Le temps de séjour est généralement de 10 à 20 minutes, suffisant pour réduire la teneur en humidité à moins de 1% et éliminer la poussière et les impuretés. Si ce seuil est dépassé lorsque le caoutchouc entre en contact avec le bitume à une température de 150 à 180 degrés Celsius, l'humidité peut s'évaporer instantanément, provoquant la formation de mousse et compromettant l'intégrité structurelle du mélange. L'ensemble du processus est rigoureusement contrôlé par des capteurs de température et de débit d'air afin d'éviter toute surchauffe, car un dépassement de 140 degrés Celsius peut endommager la structure du polymère. Cette étape crée un pont entre le caoutchouc recyclé et l'asphalte, jetant ainsi les bases de leur intégration dans une nouvelle chaussée. Après séchage et activation, le caoutchouc entre dans l'étape la plus critique, son mélange avec le bitume. À ce stade, les particules de caoutchouc sec préparées à la réaction lors de l'étape précédente sont introduites dans une chambre de mélange où le bitume est chauffé et stabilisé entre 160 et 180 degrés Celsius pour atteindre son état liquide optimal. Le caoutchouc représente généralement entre 10 et 20% du liant en poids selon les exigences techniques de chaque type de chaussée. À l'intérieur de la chambre de malaxage des agitateurs résistants à la chaleur, craignent des vortex continus pendant 30 à 60 minutes, assurant un contact intense entre le caoutchouc et le bitume. Mais il ne s'agit pas d'un simple malaxage mécanique. Les particules de caoutchouc gonflent jusqu'à 2 ou 3 fois leur volume initial, absorbant les fractions d'huile les plus légères du bitume. Ce processus augmente la viscosité du mélange de 2 à 5 fois, tout en formant une structure élastique qui permet au matériau de résister à la déformation sans se fissurer. On obtient ainsi un asphalte d'un type totalement différent. Comparé à l'asphalte conventionnel, l'asphalte caoutchouté peut réduire la fissuration de 40 à 60%, améliorer la résistance à l'orniérage et prolonger la durée de vie de la chaussée de 30 à 50%. De plus, sa structure élastique contribue à réduire le bruit de la circulation d'environ 3 à 6 décibels, une faible différence mais significative en milieu urbain. Immédiatement après le malaxage, l'asphalte caoutchouté encore chaud est très malléable et déchargé directement dans des camions de transport spécialisés. Pour garantir la stabilité du matériau, les plateaux des camions sont généralement préchauffés, la température étant maintenue entre 130 et 160 degrés Celsius pendant tout le transport. Cette étape est cruciale, car si le mélange refroidit en dessous de ce seuil, sa viscosité augmente rapidement, réduisant sa maniabilité. À son arrivée sur le chantier, le matériau est acheminé vers un finisseur d'asphalte où des vis sans fin répartissent le mélange uniformément sur toute la largeur de la chaussée. La table de pose à l'arrière dépose ensuite la couche d'asphalte avec un contrôle précis de l'épaisseur, généralement de 4 à 8 cm selon la structure de la route. Immédiatement après le pavage, le compactage commence. Des rouleaux en acier effectuent un premier compactage pour façonner la surface, tandis que des rouleaux pneumatiques prennent le relais pour une compression plus profonde, éliminant les vides internes.
L'ensemble du processus doit être achevé avant que la température ne descende en dessous de 90 à 100 degrés Celsius, car au-delà, le bitume perd ses propriétés liantes optimales. On obtient ainsi une surface routière dense, uniforme et très élastique. En seulement 4 à 6 heures, le revêtement peut être suffisamment durci pour être rouvert à la circulation, soit beaucoup plus rapidement qu'avec de nombreux matériaux traditionnels. Ce qui est remarquable, c'est que l'asphalte peut être recyclé presque indéfiniment. Lorsqu'une chaussée se détériore, le matériau n'est pas jeté. Il est fraisé à l'aide de machines spécialisées sur une profondeur de 3 à 10 cm environ, ce qui permet de récupérer la quasi-totalité du matériau. Ce matériau recyclé, appelé enrobé bitumineux recyclé, est transporté à l'usine où il est concassé et criblé. Il peut alors être réutilisé directement dans de nouveaux mélanges à des proportions de 20 à 40%, voire de 70 à 90% grâce aux technologies de pointe, tout en respectant les normes techniques. Ainsi, la chaussée autrefois constituée de pneus recyclés peut continuer à servir de matière première pour les infrastructures de demain. En termes de capacité, une usine moderne de recyclage d'asphalte peut traiter de 100 à 300 tonnes de matériaux par heure, permettant d'économiser chaque année des milliers de tonnes de granulats de sable et de bitume vierge. Parallèlement, ce recyclage peut réduire les émissions de CO de 20 à 40% par rapport à la production d'asphalte neuf, un chiffre significatif dans un secteur réputé pour sa forte consommation énergétique.